Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers internautes, bonjour. Je suis Georges Goma pour vous présenter Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Et vous êtes sur les antennes de TLR TV. Par le passé, nous avons abordé un sujet parmi les plus névralgiques au Congo-Brazzaville. Et je voudrais parler de l'éducation ou du système éducatif au Congo-Brazzaville. Dans toutes les sociétés, l'éducation est au centre même de la reproduction de la société. C'est pour cela que nous accordons une importance à ce secteur. Et vous savez également que, à l'observation, le Congo-Brazzaville traîne une crise de son système. La preuve, il y a quelques mois seulement, des éléments du gouvernement du Congo-Brazzaville se sont déportés à Paris. Ils sont venus à Paris pour embaucher. C'est à croire qu'au Congo-Brazzaville, finalement, on n'arrive pas à former des experts et des cadres dont la société a besoin. Et quand je dis cela, vous avez compris qu'un système éducatif est là pour former les cadres d'aujourd'hui, les experts d'aujourd'hui et les cadres de demain, les experts de demain. En plus de la fonction qui consiste à réduire les inégalités dans une société. Parce qu'à partir de l'éducation, on procède aussi à la mobilité sociale. On donne l'opportunité aux populations de s'élever dans la hiérarchie sociale. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un invité que vous avez déjà eu à suivre sur nos antennes et qui nous avait apporté des connaissances substantielles sur le système éducatif. Et il s'agit de M. Stéphane Kondamambou. Plutôt que de vous rappeler ce qu'il est, je vais lui passer la parole pour qu'il nous rappelle tout simplement ce qu'il est. Monsieur Stéphane Kondamambou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Goma, merci de me recevoir à nouveau. Donc, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Je vais très très bien. Bah, écoutez, pour faire simple et l'essentiel, donc moi je suis écrivain. Enfin, j'ai plusieurs casquettes, hein, donc j'ai une casquette d'écrivain. Donc à ce titre, j'ai publié 3 ouvrages, 3 essais pour le coup, qui sont, enfin, dont 2 sont consacrés notamment à la problématique de l'éducation, du système éducatif. Bon, ça en dit long par ailleurs sur, on va dire, un peu l'attention que j'accorde à la question, parce que pour moi, elle est, on va dire, un peu au socle de ce qui fait une société et de ce par quoi on peut changer une société. Donc voilà, justement, dans le cadre de notre précédente émission, j'ai eu l'opportunité, en tout cas l'occasion, de pouvoir en dire davantage sur chaque ouvrage que j'ai publié. Voilà. Sinon, de carrière, je suis consultant, donc j'évolue dans l'écosystème, enfin, je fais du placement de ressources, hein, donc je suis chasseur de tête, je suis business developer et je suis account manager dans l'écosystème justement des ERP où j'évolue. Je fais également du coaching de carrière, puisque je pilote une structure qui s'appelle Kepri Optimum. Voilà, je fais l'accompagnement professionnel, la gestion de carrière, du coaching de carrière. Donc voilà mes principales casquettes. Je suis accessoirement musicien aussi, je suis batteur. Batteur indépendant. Merci beaucoup, M. Stéphane Kondamambou, de cette présentation. Alors, on va dresser le cadre de notre échange et puis considérer tout simplement que ce n'est pas la dernière fois que vous serez ici. Et on va intituler cette émission comme étant le chantier de la réforme du système éducatif au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, c'est une activité que nous allons entretenir parce que nos auditeurs sont ignorés qu'au Congo-Brazzaville, en ce moment, il y a une dictature. Il y a une dictature, disons-le clairement, où évidemment des personnes qui ont des idées sur le système éducatif ne peuvent pas les exprimer
clairement et pouvoir les appliquer au Congo-Brazzaville. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêche pas, n'est-ce pas, de travailler, n'est-ce pas, à cette réforme, rassembler les éléments pertinents par rapport à cette réforme que nous appelons de tous nos voeux, à partir du moment où tout le monde arrive à la même conclusion que rien ne marche au Congo-Brazzaville. Mais ils font des choses, on reviendra là-dessus. Donc, dans un premier temps, évidemment, on va essayer de voir, vous pouvez revenir sur l'importance d'un système éducatif, et nous allons embrayer également sur le curriculum des programmes en ce moment en vigueur au Congo-Brazzaville, parce que, disons-le clairement, les choses qui se font également, il y a certainement aussi les institutions internationales qui s'occupent aussi du système éducatif au Congo-Brazzaville par les relations de partenariat que le Congo entretient avec ces organismes-là aussi. On va essayer de voir ce qui se fait à ce niveau-là. Et puis, ma foi, nous allons également, à partir de là, faire des propositions, parce que le nom de l'émission, c'est perspective et prospective. Qu'est-ce que vous pensez que devait être le système éducatif au Congo-Brazzaville et qu'est-ce que, d'après vous, n'a pas été fait, peut-être dans les règles de l'art? Comment vous concevez les choses? Vous voyez? Donc, fondamentalement, pour aujourd'hui, on va s'en tenir à cela. Est-ce que ça vous va comme ça, M. Stéphane Kemarambou? Oui, je suis tout oui, ça me paraît pertinent. Mais c'est parfait, c'est parfait. Alors, si je vous demande aujourd'hui de faire, quel est l'état de lieu de la situation aujourd'hui au Congo-Brazzaville par rapport à ce système éducatif? Eh bien, justement, l'état des lieux, pour en dire un petit mot, c'est ce par quoi vous avez commencé justement en mettant le doigt sur le salon ou le forum qu'il y a eu à Paris les mois précédents, justement, qui a vu justement s'illustrer, je crois que c'est le responsable de, je ne sais plus comment s'appelle la structure, en fait, qui s'occupe de l'employabilité au Congo et des Congolais, venir en France, justement, chercher des ressources, en fait. Bon, c'est un fait qui est intéressant parce que, justement, le fait est révélateur de ce qui se passe en réalité au Congo, ce qui veut dire qu'en fait, les ressources sur place ne sont pas disponibles. Donc, on va les chercher ailleurs, dans le cas d'espèce, à Paris. Alors, ça justement nous amène à questionner, en fait, alors, pourquoi il n'y a pas de ressources sur place? Eh bien, parce que, justement, le système éducatif ne les forme pas. Alors, le système éducatif, encore une fois, c'est son contenu qui est le plus important. De mon point de vue, en tout cas, je pense que, en tout cas, je suis de ceux qui pensent que ce qu'il y a de plus important dans un système éducatif, c'est son contenu, ce que les gens apprennent. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est ce que les gens apprennent qui moule leur mentalité, qui leur confère justement, on va dire, un certain paradigme, et par conséquent, les rend opérationnels dans un contexte donné. Et on va dire, dès lors que le système donc, ne forme pas les besoins, enfin, en tout cas les profils qui vont répondre aux besoins ainsi qu'aux défis auxquels nous sommes confrontés, le système est frappé d'inanité. Ça veut dire qu'en fait, il est inutile, il ne sert à rien. Stéphane, on va échanger parce qu'on aimerait quand même que les personnes qui nous font le bonheur de nous suivre puissent comprendre les choses. Bon, le contenu, je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, au Congo-Brazzaville, il y a une université. Oui. Il y a des écoles, il y a des lycées. Oui. Qui, malgré le fait, les crises qu'on a pu observer, qui sont fonctionnelles quand même. Donc, on forme des gens. Oui, mais… On forme des gens à l'université. Oui, ils sont formés, mais ils sont formés dans quel objectif et avec quelle perspective? Ils sont formés pour quel débouché? C'est ça la question. Parce que si c'était le cas, si les formations dispensées à l'université, comment ça s'appelle encore, Marie Ngouabi, avec toutes ces, on va dire un peu ces succursales, ces différents départements, si les étudiants, par exemple, dans les parcours qui suivent, sont formés dans une approche, on va dire un peu, enfin, je ne dirais pas pragmatique, mais dans une perspective et en termes de débouchés opérationnels, ça se serait vu. Et par conséquent, on ne serait pas venu en France pour chercher des ressources. Après, on me dira que dans des… Justement, encore faut-il préciser, ces besoins en ressources répondront à quelle problématique? Vous voyez? Parce qu'en fait, tout système éducatif a comment dire, il y a une perspective et donc une perspective, une orientation, mais surtout des débouchés.
Parce qu'à partir du moment où, en début de tout le cursus que vous avez suivi, en STC, enfin en sciences techniques de communication, je crois que ça s'appelle comme ça, en droit, et au final, vous n'êtes pas, on va dire un peu, récupéré, entre guillemets, sur le marché du travail, bah, vous servez à quoi? C'est ça le défi, en fait, aujourd'hui. En fait, c'est un défi de déboucher. Pourquoi? Parce que, justement, le système éducatif ne répond pas aux besoins du marché du travail, entre guillemets. Mais le marché du travail, c'est quoi? C'est les entreprises. Bon, combien d'entreprises existent au Congo? Quand je dis d'entreprises, je fais allusion au secteur privé. Parce que, en fait, quand on parle de l'employabilité au Congo, de fait, on parle tout de suite, justement, de la fonction publique. Mais combien la fonction publique peut-elle embaucher au Congo? Et en gros, dans quel domaine, pour quel, enfin, on va dire en gros, pour répondre à quel besoin. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, parce que le système éducatif, pour aussi le préciser, en tout cas on va dire dans sa configuration contemporaine, est né, on va dire, un peu avec la révolution industrielle, dans le contexte européen. Pourquoi? En fait, parce que l'école telle qu'elle existe, hein, dans son acception contemporaine, répond aux besoins et même aux exigences de la révolution industrielle. Parce qu'en fait, l'industrie naissante avait besoin, on va dire, un peu des profils qui allaient faire fonctionner la machine industrielle. En gros, d'une part, pour avoir des bras, et d'autre part, pour avoir des débouchés. Parce qu'en fait, les entreprises naissantes avaient besoin de ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'école, on va dire, fonctionne un peu, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des phalanstères, qui existaient tout autour justement justement des grandes industries, en gros, où il fallait être là à 8 heures, et il fallait se poser d'une certaine manière, et l'école a été calquée sur ça, en fait. C'est pour ça qu'on est en cours à 8 heures, on s'assied, il y a des cours, enfin, l'école, en tout cas, a été créée par rapport à la révolution industrielle. C'est qu'en gros, l'école fonctionne, enfin, le monde de l'entreprise fonctionne comme un goulot, on va dire un peu en gros, c'est la sortie justement de l'école. Parce qu'en fait, à partir du moment où les besoins de l'entreprise, du monde de l'entreprise évoluent, l'école doit s'adapter. Parce que la finalité, c'est d'aller sur le marché du travail. Donc, à partir du moment où ceux que vous formez ne répondent pas aux besoins du marché du travail, bah, ils sont formés pour rien parce qu'ils ne sont pas utiles au marché du travail. Et c'est ça la réalité, en fait. C'est pour ça que, justement, la dernière fois, j'avais évoqué la nécessité justement de pouvoir mettre en place une commission permanente chargée de réviser le contenu de formation. Parce que, justement, la société évolue, les besoins des entreprises évoluent. Vous savez, aujourd'hui, et je ne vous l'apprends pas, je pense, il y a justement aujourd'hui une problématique qui consiste à vraiment parler de l'avenir du travail, à l'aune notamment de la digitalisation, mais particulièrement de l'automatisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des métiers dans 5 ans, en gros, ça n'existera plus. Et d'ailleurs, il y a le forum de Davos qui a publié 3 rapports à ce sujet pour parler de l'avenir du travail. Alors, pourquoi? Parce que justement, les entreprises, par rapport à leur business model, ont évolué parce que la technologie l'a permis. Mais si vous, dans le cadre de vos formations au collège, au lycée, à l'université, vous continuez à fonctionner comme si rien ne se passait, eh ben vous formez des gens qui sont inutiles, en fait. Parce que les entreprises n'ont plus besoin de ces gens-là. C'est ça, en fait. Oui. Donc, ça c'est le défi, enfin, s'il faut dire défi, c'est le défi à relever. C'est le défi à relever. C'est le défi à relever. Mais je reviens assez rapidement sur ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire le déplacement de tout un gouvernement du Congo-Brazzaville à Paris pour venir chercher de la ressource nécessaire pour faire fonctionner le système économique, socio-économique au Congo-Brazzaville. Mais relevons quand même que c'est illogique, c'est aberrant. Est-ce que ça ne poursuit pas d'autres buts beaucoup plus politiques qu'un but naturellement articulé, n'est-ce pas, aux enjeux propres du système éducatif? Pourquoi je le dis? Parce que venir à Paris seulement, mais les jeunes Congolais ne sont pas formés seulement à Paris, ils sont formés aussi dans d'autres régions de la France. Mais les jeunes Congolais ne sont pas formés seulement en France, ils sont formés dans d'autres pays également. Parce que si on vient avec cette perspective-là, mais il faut penser que le prochain forum, ça sera à Beijing, en Chine aussi, puisqu'il y a des Congolais qui vont là-bas également.
Parce que j'ai bien peur de penser que, bon, ben écoute, Paris, c'est parce que c'est la plaque tournante. La question politique au Congo-Brazzaville est articulée aussi à la circularité de Paris en tant que telle. On le voit très, très, très bien que le régime au Congo-Brazzaville, qui accumule crise sur crise, et de l'avis de tout le monde, on sait très bien que le Congo traverse une crise multidimensionnelle, ils le disent eux-mêmes au niveau du gouvernement, donc il serait quand même, je pense, de bon aloi de faire carrément les états généraux de l'éducation au Congo-Brazzaville, mais dans un contexte politique qui soit propice à tout le monde de parler du système éducatif. Je vais terminer par là, vous laissez la parole. J'ai bien peur qu'évidemment que ce soit des petits toilettages là. Vous allez revenir là-dessus sur l'état du curricula aujourd'hui au Congo-Brazzaville, mais j'ai bien peur que malgré les efforts qu'on doit faire, que ça aille complètement à l'eau, parce que ce qui est fondamental n'est pas fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je crois avoir, on va dire, appréhendé le bien fondé de votre propos, mais il faut savoir que tout est politique à la base. Tout est politique. Okay. Et d'ailleurs, justement, lorsqu'on parle de ça, j'avais, lors de la dernière émission, évoqué un peu l'implication et le rôle du politique, en gros les dirigeants, sur cette question-là. Vous savez, en France, quand on parle du système éducatif, le budget que l'État français alloue au système éducatif, on appelle ça le mammouth, au regard justement de, comment dire, un peu l'importance, on va dire un peu du budget. Je crois que c'est 3% du PIB, 3 ou 4% du PIB que l'État français consacre pour former les Français. Parce que justement, ils ont conscience de l'importance, j'ai envie de dire un peu capitale, primordiale de ce que devrait la qualité justement de l'enseignement, de l'éducation que doivent recevoir les Français. Parce que c'est préparer d'une manière la société de demain, puisque ce n'est pas autrement que ça se fait, et donc on met les moyens. Mais ça, c'est une volonté politique. C'est ceux qui dirigent qui ont conscience de ça et qui décident de pouvoir agir de la sorte. Parce que la société, comment dire, il y a des problèmes à régler, il y a des besoins à pouvoir, auxquels il faille apporter des solutions, mais il faut justement de manière, je dirais, en interne, au niveau national, de manière souveraine, être capable par soi-même de résoudre ses propres problèmes. Donc là, il y a même la notion de souveraineté, j'en dirais même d'autodétermination qui rentre en ligne de compte. Parce qu'en fait, on ne peut pas dépendre je dirais, à tout point de vue des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, quand vous prenez par exemple la pyramide de Maslow, les premières strates, la première strate, c'est en gros les besoins vitaux. Pour les besoins vitaux, vous ne pouvez pas dépendre des gens, de l'extérieur. Pour pouvoir vous alimenter, pour vous soigner, vous ne pouvez pas dépendre des autres. Et quand vous regardez au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez idée de ce que le Congo-Brazzaville dépense pour importer de quoi à manger? Pour manger, on dépend de l'extérieur. Pour se soigner, on dépend de l'extérieur. En fait, tout est importé. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors qu'on doit pouvoir, au niveau national, avoir suffisamment d'expertise pour ces questions-là, au moins. Après, vous me direz, on ne sait pas tout faire soi-même. Je suis d'accord avec vous, parce que nous sommes dans un monde, on va dire, mondialisé, donc d'interdépendance. Mais ça, c'est à un certain niveau, sur des sujets bien pointus, sur lesquels on n'a pas forcément l'expertise, et on fait appel tout naturellement à ceux qui le possèdent pour échanger, pour avoir cette expertise-là, pouvoir en bénéficier. Mais les fondamentaux, au moins se soigner, se nourrir, c'est pas possible. Un pays ne peut pas être dépendant de l'extérieur à 100%. Ça veut dire que le leadership politique a failli totalement. Ça c'est des faits, et ça, c'est la vérité. Vous voyez? Et donc, du coup, pour revenir à la question, évidemment, ce déplacement, encore une fois, j'ai dit que tout est politique. À un moment donné, il y a des ressorts politiques, mais moi, mon positionnement, enfin, ce que je pense, c'est que ce forum à Paris, bon, après, on ne sait pas s'il y a d'autres saisons
saison 1, saison 2, saison 3, peut-être à Montréal je sais pas, ou bien la Silicon Valley qui est prévue. Mais le fait d'être venu à Paris, c'est simplement révélateur du fait qu'il n'y a rien qui vaille au niveau national. Donc, il faut revoir tout. Et donc, on doit avoir, parce que là, c'est même pas justement la prise de conscience. On sait que les choses ne marchent pas bien. On sait que les choses ne marchent pas bien. Mais ce qui manque, c'est la volonté de faire. Très bien. C'est la volonté de faire. Je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic à ce niveau-là. Et c'est simplement rajouter ceci, que la petite virée de Paris tout dernièrement fait suite quand même aussi à beaucoup de... je me souviens très bien, il y a quelques années, on a vu M. Denis Sassou Nguesso venir à Paris et demander aux jeunes gens de rentrer. Demander aux jeunes gens de rentrer au Congo et qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et nous connaissons, les uns et les autres, nous connaissons bien des gens qui sont partis, n'est-ce pas, dans cette mouvance-là, qui avaient écouté le président dire qu'il y avait des choses à faire au pays. Et je me rappelle encore quand il disait même les poissons mouraient de vieillesse. Mais les gens qui sont rentrés, les gens sont rentrés, ils ont simplement cherché à revenir d'où est-ce qu'ils étaient partis, c'est-à-dire en Occident. Ce qui veut dire que, déjà là, le premier citoyen du pays qui vous demande de rentrer, et quand vous rentrez, vous ne trouvez absolument rien. Et ce qui veut dire que même ce qu'ils ont fait la dernière fois avec M. Makosso, ça sera la même chose. Même si on dit, ben demain, j'aime bien votre image, hein, allez à la Silicon Valley, pourquoi pas? C'est là où on va chercher des informaticiens. Il y en a certainement des Congolais là-bas qu'on va demander à repartir au Congo. Donc, je suis d'accord avec vous de dire qu'il y a des choses fondamentales qu'il faudra nécessairement régler. Sinon, ben, écoutez, tout ce qu'on pourra faire, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou que ce soit dans le domaine de la santé, vous l'avez cité, les deux secteurs généralement, et qui doivent relever quand même de la puissance de l'État, hein, quand même, de la puissance publique. Parce qu'on regarde aussi, vous allez peut-être revenir là-dessus, qu'au Congo-Brazzaville, il y a une prolifération, il paraît, des écoles privées. C'est-à-dire un ministre qui a aussi son école privée. Mais si un ministre a une école privée et il est ministre d'État, alors, qu'est-ce qu'il va privilégier dans cette affaire-là? Il n'y a pas conflit de... oui, justement, il y a conflit d'intérêt parce que... Alors là, justement, vous touchez du doigt un problème, enfin, un sujet qui est tout aussi important. Parce qu'en fait, il faut véritablement réglementer ces écoles privées. Bon, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des écoles privées. Mais en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est des écoles, on va dire un peu des pôles d'excellence. Les écoles privées, il peut y en avoir, mais il faut qu'ils soient rigoureusement, alors je dis rigoureusement, encadrés par l'État et la compagnie. Déjà, il ne doit pas y en avoir autant. Parce que là, on comprend clairement que c'est juste du business, en fait. Il n'y a pas un réel souci de former les gens, de former des compétences, de former des experts, que ce soit au collège, lycée, tout ça. Donc, il faut vraiment que ce soit réglementé. Mais alors, rigoureusement par l'État. Parce que, encore une fois, ça, c'est l'apanage de l'État. C'est l'apanage de l'État. En fait, c'est régalien, ça, c'est régalien. Ben oui, mais ça, c'est le devoir régalien de l'État. C'est-à-dire que, vous savez, bon, encore une fois, on va chuter la France, mais pas que la France. Hein. Aux États-Unis, nous avons en gros, ne va pas Harvard qui veut, ne va pas Stanford qui veut. C'est comme ici en Angleterre, ne va pas Oxford qui veut. Il y a des écoles d'excellence comme ça où on prépare l'élite, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire en gros ceux qui vont piloter, qui vont diriger le pays, sur tous les niveaux, à tous les niveaux. En France, vous avez l'ENA. Bon, moi, je ne suis pas trop fan de l'ENA. Ça, c'est pour les gens qui gèrent justement la fonction publique. Mais le fer de lance en France, c'est les écoles d'ingénieurs. Il y a Polytech, il y a Centrale. Et l'élite française est formée là-bas. Après, vous avez les business schools qui sont là, qui sont tout aussi bien. Mais l'État, il faut qu'il y ait une, comment dire, ça, c'est même pas de réforme, mais il faut qu'il y ait une loi qui va véritablement encadrer de manière rigoureuse ces écoles privées qui possèdent ces écoles. Parce que quand vous êtes, enfin, en tout cas, quand vous avez des fonctions publiques, vous n'avez pas le droit d'avoir une école privée. Ce n'est pas possible. Donc, ça, il faut que ça soit interdit. Parce que vous, ce que vous allez privilégier, c'est justement votre école, votre institution à vous. Et ça sera aux grandes dames justement de l'école publique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, puisque dans ces écoles privées, il y a une meilleure rémunération qui est offerte justement aux personnels enseignants, ce qui fait que ceux qui interviennent dans le public font défection.
C'est-à-dire qu'en fait, la qualité de l'enseignement, déjà celle qui existe, elle est, voilà, ça se discute. Déjà, du coup, elle va en pâtir. Parce que, on va dire, l'enseignant va accorder plus de temps à l'école privée parce que c'est là où il a une meilleure rémunération. Et du coup, ceux qui en pâtissent, c'est ceux qui sont justement dans l'école publique. Et c'est ce qui fait que, bah, voilà, la qualité, elle est médiocre, hein, justement, on va le dire. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut que, enfin, je n'irai pas taper du bois sur la table, mais encore une fois, quand on laisse faire, c'est que, voilà, quelque part, on est coupable. On sait que ce n'est pas bien, mais on laisse faire quand même. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on est coupable. Mais ça, c'est un vrai problème, justement, qu'il faille régler. Absolument, absolument. Donc, en fait, les Congolais qui nous suivent depuis un certain temps que nous parlons d'une renaissance, et parce que la renaissance est plus que jamais d'actualité dans la situation du Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit tantôt, ben sinon, ça serait juste du toilettage. Du toilettage qu'on va faire dans tel secteur et tel autre secteur, et qu'à la fin, il arrivera un moment où on va se retrouver toujours au pied du mur, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Donc, maintenant, Monsieur Stéphane Kondamamou, pour aller un peu au-devant dans notre entretien, dites-nous un peu ce qui se fait en ce moment au Congo-Brazzaville. Je pense qu'il y a des réformes qu'ils ont lancées, non? Ils ont lancé dernièrement une réforme. Vous devez être au courant de cette réforme. Oui, absolument. C'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, il y a que, on sait que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Les choses ne fonctionnent pas de manière optimale. Et du coup, c'est ce qui a amené, on va dire, un peu le ministère des tutelles, hein, le chargé de l'éducation primaire et secondaire, je crois que ça s'appelle comme ça, à pouvoir, dans le cadre de la stratégie de l'éducation, programme de stratégie de l'éducation 2015-2025, à pouvoir initier justement cette réforme, donc, qui s'appelait, je crois, le PRAZED. Exactement, projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Donc, on va dire, réforme qui a été initiée en 2019, hein, voilà, pour déjà poser les bases, poser les jalons, on va dire définir un peu l'architecture, et qui est censée, on va dire, entrer en vigueur 2021-2022. Bon, puisque c'est en cours, donc justement, l'idée, c'est d'attendre le contenu. Mais le contenu, en fait, il n'y a rien, pas grand-chose à attendre, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une réforme curriculaire qui, l'approche qui a été retenue, c'est en fait une réforme curriculaire par les compétences. Alors, par les compétences. C'est un peu les choses. Déjà, ce projet est piloté, on va dire, a été impulsé par la Banque mondiale, et puis est piloté par enfin, en gros, on a fait appel à un consultant international, un Canadien, Philippe Jonner, je crois qu'il s'appelle, pour piloter cette réforme. Bon, ce que les gens doivent comprendre, en fait, quand on parle déjà de réforme curriculaire. Bon, à la base, déjà, le curricula, c'est quoi? Le curricula, on va dire, c'est un ensemble, on va dire, c'est l'articulation entre le contenu, les méthodes d'enseignement, l'approche pédagogique, tout ça mis en branle vers un objectif. Et donc, du coup, l'idée, c'est de procéder à cette réforme-là des curricula. Alors, l'approche, en fait, quand on parle justement de réforme curriculaire, il y a 3 approches. Donc, il y a l'approche par les objectifs, il y a l'approche par le contenu, et puis il y a l'approche par les compétences. Ce qui se passe souvent, en règle générale, c'est que c'est l'approche par les compétences qui est retenue. Ce qui veut dire qu'en fait, le contenu en l'état, on ne le touche pas, mais on va l'organiser de sorte que l'élève, l'apprenant, on va dire, puisse, d'une part par lui-même, à travers, on va dire, certaines méthodologies ou certaines approches pédagogiques, acquérir certaines compétences. Donc ça, on va dire un peu, là je caricature, mais les gens comprendront, mais l'idée, en fait, c'est ça. Bon, c'est une approche, on va dire, qui est critique, parce que, déjà, d'une part, comment dire, la volonté de réformer, elle est portée de l'extérieur, en ce sens que c'est les autres qui, on va dire un peu, pensent votre système éducatif, sans pour autant, on va dire, en gros, connaître ou bien même cerner les réels besoins de votre société. Oui, Stéphane, tenez bien votre idée là. C'est dans la suite de ce que vous venez de dire. Je vais appuyer là-dessus parce que le fameux PRAZED dont vous parlez là, bon, la Banque mondiale a intervenu là-dedans.
alors que toujours cette volonté d'aller voir, chercher la ressource à l'extérieur, alors qu'on peut avoir la ressource de l'intérieur. Il y a aussi, vous avez parlé de consultant, le fameux consultant international qui est un Canadien. Et là, voilà comment on fausse, vous allez me dire si je me trompe, on fausse les choses dès le départ, à partir du moment où beaucoup de recherches ont démontré que si le système éducatif est en échec, c'est bien parce qu'il a été hérité d'un autre contexte qui n'était assurément pas le contexte authentiquement congolais en tant que tel. Absolument. Mais aujourd'hui, en 2020, 2021 ou 2019, vous avez donné les dates là, qu'on aille encore chercher un Canadien pour venir penser le système éducatif au Congo-Brazzaville, un Canadien qui a évolué dans un contexte socio-historique complètement différent. Ça me rappelle encore le directeur général de l'hôpital général qu'on est allé chercher au Canada aussi, et qui est venu, on a vu le fiasco, et tout cela, ça n'attire pas l'attention des gens pour essayer de faire autrement les choses, alors qu'il y a des Congolais qui ont bien appris, qui connaissent l'ABC du système éducatif et qui sont même se trouvés à l'extérieur et qui font un travail formidable et qui seraient quand même à même de venir penser les choses sur place, non? En fait, c'est absolument ça. En fait, c'est à dire que c'est à dire qu'on n'a pas compris. En fait, on n'a rien compris. Mais tout ça, c'est quoi? En fait, c'est révélateur des mentalités. C'est pour ça que l'enjeu ici, lorsqu'on parle des programmes, c'est en fait, on touche là, en fait, on touche justement le fond, on va dire, un peu du problème. Parce qu'en fait, le problème de la société congolaise, et même africaine, on va dire dans l'absolu, c'est d'abord les mentalités. C'est ces mentalités-là qu'il faut changer. Parce que quand vous parlez de ça, moi j'ai à l'esprit, en fait, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était le ministre, je ne sais plus comment il s'appelle, pour pallier à la pénurie des tables bancs scolaires, le ministre, je ne sais plus comment il s'appelait, a eu l'ingénieuse idée, je ne sais pas comment il a pu faire ça, a eu l'ingénieuse idée d'aller solliciter une société française qui s'appelle CEF ou STEF, comme ça, qui est basée en Normandie, pour fabriquer des tables bancs. On était sur des montants faramineux, 9 milliards de francs CFA, je crois, entre 2 et 9 milliards. Fabriqués en France. Oui. C'est qu'en fait, alors là, on parle du Congo. Le Congo-Brazzaville, c'est un tout petit pays qui fait 342 000 km², dont les 2 tiers sont recouverts de bois, de la forêt. Donc, il y a le bois partout au Congo. Et bon, il faut qu'on nous prouve qu'il n'y a pas de main-d'œuvre en termes de menuiserie, de bénisterie au Congo. Parce que les tables bancs, voilà, ça ne nécessite pas d'être ingénieur, d'être sorti de je ne sais pas quelle école pour faire les tables bancs. Il y a l'expertise pour faire ça. Mais le ministre a trouvé le moyen d'aller donner 9 milliards à une société française. Alors que cet argent aurait bien pu être investi sur place, donner du travail pour le coup, créer du travail, créer de la richesse et de la valeur. Parce que quand vous donnez du travail, quand vous faites un appel d'offres, parce que là, du coup, c'est l'État, c'est le ministère, donc il procède par appel d'offres, vous lancez un appel d'offres aux sociétés de justement des bénisteries qui existent sur place, congolaises. Ben écoutez, voilà, nous, on a un besoin des tables bancs, voilà les quantités, justement, voilà ce que nous faisons. Et ben, vous créez de la richesse sur place, puisque c'est des Congolais qui vont les fabriquer. Et ce qu'ils vont percevoir va être réinvesti dans le circuit économique. Donc, la richesse, elle est créée et elle reste là. Donc, tout ça, c'est ces mentalités-là qu'il va falloir changer à travers, justement, le système éducatif, notamment le contenu. Parce qu'encore une fois, ce que les gens apprennent, c'est ce qui moule leur mentalité, c'est ce qui façonne leur mentalité. Et ça, c'est ce pourquoi cette école, on va dire, coloniale, qui se perpétue jusqu'aujourd'hui, a été mise en place. C'est en fait, l'éducation avait été pensée par les autres et pour eux, mais pas pour nous. Parce que le système éducatif… Et pour un résultat aussi orienté vers les autres. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à l'entrée, on bâtit quelque chose sur des valeurs d'ailleurs, et puis aussi le résultat de ce qu'on va faire aura toujours tendance à être orienté vers cet ailleurs-là. Donc, en finalité, il n'y a rien qui reste chez nous au Congo-Brazzaville. Si on peut extrapoler les choses de cette manière-là. Non, mais c'est absolument ça. Parce que la preuve, c'est quoi? Vous savez, 9 milliards de francs CFA. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas 400 000 francs. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 9 milliards de francs CFA? Mais
ce ministre-là a trouvé le moyen de pouvoir procéder ainsi. Donc, ça, c'est comment dire, nous sommes de la pure logique de non seulement le fonctionnement du système colonial, de l'école coloniale, mais surtout sa finalité. C'est-à-dire que vous êtes formé, non pas pour vous, mais vous êtes formé pour servir les intérêts de ceux qui vous forment, les intérêts de ceux qui ont mis l'école en place, l'école, donc notamment les colons. Ça a évolué, la métropole, aujourd'hui la France, l'Angleterre, et donc ça permet aussi de toucher aussi la question de finalement à quoi sert ou à quoi doit servir l'école ou l'éducation publique. C'est ça en fait. Avant que vous n'entamez cette dimension-là, à quoi sert l'école, je voudrais quand même revenir sur quelque chose pour que les Congolais comprennent très bien ce qui se passe chez eux, dans leur pays. Parce que quand vous évoquez les 9 milliards, mais bien sûr que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous avez parlé d'un ministre, je peux en parler d'un autre aussi, pour lequel je ne citerai pas de nom. Les gens comprendront. Tout récemment, il a circulé dans les médias sociaux, par exemple, du côté de Sibiti là-bas, la grande concession d'un ministre de la République et pas des moindres. Mais c'est une concession qu'on a construite certainement à coût de millions ou de milliards, je n'en sais rien. Mais cette concession est complètement abandonnée. C'est ça le problème. Cette concession est complètement abandonnée et se trouve dans l'herbe. La nature a repris ses droits. Je reviens sur votre question. Si cet argent qui a permis de construire ce domaine-là était orienté vers la mise en place dans cette contrée d'une petite scierie, disons une petite scierie, quoi qu'on pouvait faire une grande scierie avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on va chercher, n'est-ce pas, les spécialistes de cette science du bois à qui on paiera au prix fort et qui formeraient des jeunes et des jeunes qui apprendraient un métier. Vous voyez comment est-ce qu'on perd de l'argent dans un domaine qu'on finit par abandonner, c'est-à-dire que c'est un argent qui a été jeté par la fenêtre, alors qu'il aurait pu servir à faire la petite série, je ne dis pas la grande série, la petite série qui ferait travailler 2, 3 ou 4 ou 5 jeunes en tant que tels. Mais là, c'est un cas seulement. Maintenant, quand on multiplie les cas des personnes qui sont dans le système et qui sont dans cette situation-là, on se retrouve quand même à la fin avec des sommes incommensurables d'argent qu'on jette par la fenêtre. Quand on compte aussi avec les éléphants bleus, tout récemment, j'ai entendu parler de l'hôtel L'Anima Palace, construit à Oyo là-bas, un grand hôtel. Mais là, c'est des milliards et des milliards qui sont rentrés. Et le directeur de cet hôtel, un Français certainement, a dit ouvertement que depuis des années, ça ne fonctionne pas. Alors, non, nous le disons, on n'est pas en dehors du système éducatif, hein, parce que c'est ça aussi l'éducation, non? Vous n'allez pas me contredire là-dessus, monsieur Stéphane Tonamambou. Tout ça, c'est l'éducation populaire aussi pour comprendre un peu ce genre de choses. Je vais terminer par là. C'est moi qui pose des questions, mais je suis désolé de faire un peu ces développements-là parce que nous avons besoin que les gens comprennent, très, très bien comment est-ce que la gouvernance se passe au Congo-Brazzaville. Je vous laisse la parole. Sur ce que vous évoquez, il y a plusieurs points à mentionner. Vous savez, quand on dirige un pays, il y a des qualités qu'il faut avoir. Vous savez, quand vous remontez un peu le temps, avant on va dire un peu les invasions européennes et arabes en Afrique, il y avait des empires. Il y avait des royaumes, des empires. Et pour arriver aux hautes fonctions, le monarque devait être éprouvé. C'est-à-dire qu'on devait éprouver son caractère. Est-ce qu'il a l'étoffe pour diriger la société, pour diriger le royaume, pour diriger l'empire? Donc, il était soumis à un certain nombre d'épreuves, justement, pour tester sa personnalité. Qu'est-ce qu'il a réellement dans les tripes, hein, comme on dit. Et donc, il y a des qualités indispensables qu'un leader, on va dire un peu de la société, donc de l'empire ou du royaume,
devez avoir, et impérativement. Sauf, justement, faute de quoi, vous ne pouvez pas diriger l'Empire. Parce que vous avez entre vos mains, entre guillemets, le destin, la destinée, le sort des gens, de la vie des gens. Vous savez, il y a un petit mot de rien du tout. Et d'ailleurs, il y a dans le contenu de programme, qu'on va en parler, c'est important que les gens apprennent ça dès le bas âge. Parce qu'il y a l'éducation civique qui est disposée, qui est dispensée, dans le cadre duquel on apprend voilà, aux enfants dès le collège, par exemple, même l'école primaire, je pense, justement des notions, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui sont bien, hein, par ailleurs, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. C'est que aimer la patrie à laquelle on appartient, la patrie qui vous a vu naître et grandir, qui vous fait en fait. Quand vous êtes réellement patriote, j'ai envie de dire nationaliste, il y a des choses que vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez la charge de diriger la société, eh ben, les décisions politiques que vous prenez, parce que justement ces décisions-là impactent la société, le sort de vos concitoyens, il y a des choses que vous ne faites pas. Donc, dans ce que vous évoquez, moi je relève un manque, mais alors criard de patriotisme. Flagrant. Il y a, mais c'est flagrant, mais gros comme la Tour Eiffel. Il y a pour certains un manque de compétences, parce que, vous savez, moi je suis chasseur de tête, hein, je suis très bien placé pour parler de ces questions-là. Un manque de compétences, un manque d'expertise. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent à des niveaux de responsabilité pour lesquels ils n'ont pas été ni formés ni préparés. Formés, voilà. Donc, aucune formation et aucune expérience ne permet à ces gens d'occuper ces responsabilités-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, enfin, je ne sais pas, quand vous prenez un consultant qui a 3 ans d'expérience, vous ne pouvez pas lui confier la direction d'un projet. Parce que là, c'est d'autres enjeux. C'est une autre façon de voir les choses, les problèmes justement, et comment on va les résoudre. Vous voyez, et donc, il y a tout ça. Il y a le manque de patriotisme. Il y a le fait qu'on a des incompétents. Mais surtout aussi, l'impunité. L'impunité. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis en Angleterre. Le débat ici aujourd'hui, c'est que Boris Johnson doit partir. Pourquoi? Parce qu'il a pas, c'est pas parce qu'il était justement incompétent, non. Parce qu'il a menti. Il a demandé à ses concitoyens d'observer des règles pendant le confinement que lui, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté, voilà. Et à ce titre-là, vous n'êtes pas digne d'occuper la fonction que vous occupez. Donc, la moindre des choses, c'est que vous partiez. Il y a des pays où vous détournez les fonds. Le pays que j'ai à l'esprit, allez au Japon, allez en Corée du Sud, il y a des premiers ministres qui sont en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont été mêlés dans des affaires où, justement de conflits d'intérêts, parce qu'ils ont détourné des fonds, ils croupissent en prison. Parce que ça sert de modèle à ceux qui seraient tentés à l'avenir de faire comme lui. Bah, voilà le sort qui vous est réservé. Est-ce que cela se fait au Congo? Je ne sais pas. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent se permettre ça. Parce qu'ils savent que si je détourne, si je fais ça, il n'y a rien qui va m'arriver. Vous voyez, là, mais tout ça aussi, c'est une question de valeur quelque part. De valeur, mais bien sûr que oui. C'est une question de valeur. Parce que quand vous avez été nourri, on va dire, justement, de ces valeurs-là, vous savez, chez nous, avant, au Congo, dans le royaume, on parlait de ce qu'on appelle le Ubuntu. C'est que je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. C'est que si je vous vole, je me vole à moi-même. Donc, je n'ai aucun intérêt à me voler à moi-même. C'est toutes ces valeurs-là, en fait, qu'il faut remettre au cœur du système. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'éducation civique que les enfants apprennent, il faut apprendre ça. Parce que quand vous grandissez avec justement ces valeurs-là, une fois que vous êtes arrivé aux affaires, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est clair, c'est clair. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous savez que vous n'avez qu'un pays. Quoi que vous fassiez, allez à l'étranger, prenez d'autres nationalités, vous n'avez qu'un pays. Et c'est ça que vous laissez justement vos enfants, un peu comme le disait, je crois que c'est Saint-Exupéry, le pays, justement la terre, on la doit à ceux qui viennent après nous. Parce qu'il faut justement leur laisser Oui, c'est ça. Leur laisser un héritage. C'est-à-dire, oui, ça se dit, enfin, on ne lègue pas un pays aux générations futures, mais on emprunte ce pays à ces générations futures et qu'on a le devoir de remettre ce pays en bon état, à peu près comme ça.
C'est-à-dire qu'on emprunte un pays aux générations futures, on ne lègue pas, on emprunte aux générations futures. C'est exactement l'idée. Alors, est-ce que c'est même pas ça, c'est que, en gros, c'est quoi le Congo que nous allons laisser, justement, que nous allons présenter justement aux générations futures? OK. Bon, alors, revenons sur ces préoccupations liées donc au programme scolaire, comme on l'a dit. Alors, si Monsieur Stéphane Kondamambou, il arrive que vous ayez des responsabilités entre les mains, que Monsieur Stéphane Kondamambou, on a suivi vos travaux, les livres que vous avez eu à écrire sont d'une pertinence telle que on vous donne la responsabilité du système éducatif au Congo-Brazzaville. Que ferez-vous durant les 100 premiers jours, par exemple? Que feriez-vous durant les 100 premiers jours, tout en sachant que vous avez une connaissance parfaite du système? Ça transpire dans vos livres. Vous allez jusqu'à regarder dans l'héritage colonial et ainsi de suite. C'est que vous êtes arrivé à un niveau de connaissance et de compréhension du fonctionnement du système et des déboires que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous avez ce pouvoir-là. Les 100 premiers jours, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, il y a justement un point qu'on n'a pas abordé. Bon, peut-être qu'on va en parler. Oui, allez-y. Bon, attendez. Si vous pensez que la question que je vous pose maintenant, il y a un point qu'on aurait dû aborder avant, je vous laisse donc la liberté de l'aborder et on reviendra sur ma question. Ok, d'accord. Alors, c'est justement parce que j'étais un peu sur la lancée on va dire des réformes en cours. D'accord, oui, c'est bien. Oui, allez-y. Avec l'intervention du Conseil international sous, évidemment, l'égide de la Banque mondiale. Donc là, l'idée, en gros, qui transparaît, c'est quoi? C'est qu'en fait, le système éducatif, donc les programmes sont pensés ailleurs. Et donc, évidemment, la finalité, parce qu'en fait, c'est, comment dire, en fait, ce sont les autres, dans le cas d'espèce, un organisme international, qui pensent à votre place ce que devrait être votre système éducatif. Là, il y a un souci parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que si vous voulez, le système éducatif, en fait, ce qui devrait même se faire, c'est que chaque pays, au regard de ses réalités socio-historiques, au regard de ses besoins, de ses défis, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, devrait avoir justement un système qui lui est propre et particulier. On ne peut pas, en fait, il ne peut pas y avoir d'homogénéité justement sur une question aussi importante. Or, ce qui s'observe, c'est que justement, la Banque mondiale, et quand on parle de Banque mondiale, on sait qui est derrière, hein, notamment, et donc, ça, on va dire, en filigrane, c'est la même logique de ceux qui ont mis l'école coloniale en place. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, ces pratiques-là, il faut les arrêter, en fait, parce que, encore une fois, les états généraux, ce sont les états généraux au niveau national, avec le concours des experts de l'éducation, des enseignants, de la société civile, des parents, c'est eux qui doivent réfléchir ensemble par rapport aux besoins du pays, par rapport aux réalités du pays, qu'est-ce qu'il faut mettre en place par rapport à nos besoins et par rapport à la manière dont la société congolaise évolue et va évoluer. Premier point. Et deuxième point, quel type de société congolaise nous voulons pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. C'est qu'en gros, c'est d'avoir vraiment une vision, ce qui par ailleurs fait défaut. Parce que les dirigeants, quoi qu'on nous dise, mais il n'y a aucune vision, c'est une calamité. On dirige le pays sans vision aucune. Vous voyez? Donc, ça, c'est un point. Et donc, du coup, cette réforme, enfin, comme je l'ai précisé, c'est une réforme justement curriculaire, on va dire, par approche sur les compétences. Donc, on va dire les contenus ne sont pas touchés, mais on les articule de sorte que on va dire, l'apprenant, l'élève au collège, l'élève à l'école primaire, même au lycée, on va l'orienter de façon à ce qu'il ait un certain nombre de compétences. Mais ça, c'est une logique, on va dire, qui est qualifiée en tout cas par les experts, une logique taylorienne en fait, parce que justement, elle est d'inspiration du monde de l'entreprise, notamment par Taylor. Donc en gros, ça revient à la même problématique. Ici, ce qui va importer du coup, c'est de pouvoir orienter, on va dire un peu, la formation des gens pour qu'ils puissent répondre aux besoins, on va dire un peu, des entreprises. Ça aussi, c'est un problème qui se pose parce que le monde de l'entreprise, on pourra en parler peut-être dans une autre émission, quel est l'état aujourd'hui, on va dire un peu, du secteur privé
au Congo? Quelle est la typologie des entreprises? Sur quel secteur d'activité, justement, ils opèrent? Et c'est quoi les besoins réels des ressources et des compétences? Vous voyez? Donc, ça, on va dire un peu par rapport aux besoins que nous avons, au regard de la dépendance, sur tous les points, alimentaire, énergétique, sanitaire, médical, c'est strictement inutile. Parce que ceux que vous formez de cette manière-là ne seront pas capables de répondre à ces problèmes-là. C'est que vous allez, en gros, comment dire, en fait, vous allez continuer à pouvoir dépendre de l'extérieur. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est le changement de la continuité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on ne résout pas de problème. On ne résout pas de problème. Et donc, du coup, sur ce qui est enseigné, bon, enfin, on peut peut-être en parler, je ne sais pas si par la suite, ou on va dire faire un petit topo pour que les gens, bon, je ne sais pas si les gens sont intéressés à ça, mais moi, j'ai été regarder, on va dire un court instant, je ne sais pas si on peut en parler là. Ah oui, oui, allez-y, bien sûr, bien sûr. Sur ce qui est enseigné, bon, enfin, parce que si vous voulez… Qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce qui est enseigné, monsieur Kondamambou? Justement parce que, vous savez, bon, moi, j'ai regardé rapidement, enfin, j'ai survolé encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, qui sont enseignées. Il y a, bon, dès l'école primaire, il y a l'éducation civique, dans le cadre duquel bon, les enfants, on va dire, commencent à apprendre, on va dire, des choses bien qu'ils apprennent, mais les enfants, en tout cas, apprennent la culture de la paix, de la non-violence, ce qui n'est pas en soi bien, mais c'est mauvais, mais c'est une question, encore une fois, de perspective. Vous voyez? Parce que quand, on va dire, selon que vous enseignez une chose dans une perspective donnée et une autre perspective, le résultat ne sera pas le même. Vous voyez? Par exemple, quand vous prenez l'enseignement de la géographie, là, je vais faire un survol rapide. Les gens, par exemple, apprennent, bon, un sujet qui était important, je crois que ça c'est au collège, ils apprennent à inventorier les problèmes du développement. D'accord? Les problèmes politiques, la stabilité, tout ça, les problèmes socio-économiques. Mais ça, c'est pas au collège, ça? Ah, si. Et du coup, ça c'est en quatrième, hein, d'accord? En quatrième au collège. Et bon, apprendre enfin, inventorier les problèmes, enfin, c'est bien, mais il faut en amont analyser le problème. Quelle est l'origine du problème et en quoi consiste le problème? Parce qu'encore une fois, nous, on forme, c'est un peu la particularité du système français, on prend les gens à répéter, pas à réfléchir. C'est qu'en fait, on va dire un peu la perspective en termes d'approche pédagogique ici, sur un sujet comme ça, il faut plutôt questionner les gens, enfin, les jeunes qui sont au quatrième et tout ça, qui sont en classe, c'est plutôt apprendre le développement, c'est quoi, en quoi il consiste. Et quand on questionne les problèmes, mais c'est de voir mais comment un pays comme le Congo, qui a autant de ressources, peut être autant pauvre. Quel est le problème? C'est là que, en fait, que vous façonnez les mentalités, que justement vous les orientez, que vous les canalisez à chercher des solutions. Oui, mais là quand même, oui. Mais dans un cas précis comme celui-là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas au Congo? On a lié ça quand même à la mauvaise gouvernance, ça on le sait très bien. Mais la formation, les programmes d'enseignement, quand même, il faut… En fait, comment je peux dire ça? Les divisions classiques, l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire et ainsi de suite. Mais il y a aussi la place des matières, si on parle en termes des matières qui sont enseignées quand même. Hein? On est toujours rentré à l'école à partir des matières qui sont enseignées. Il y a des sciences dures et il y a des sciences molles, comme on le dit. Il y a des sciences humaines et des sciences exactes, la mathématique, la physique et ainsi de suite. Bon, cette base-là, maintenant, je peux me tromper, c'est à vous de me le dire. Maintenant, commencer à penser, à réfléchir sur des situations réelles qui se posent à une société, là, c'est déjà le travail de l'abstraction.
Vous voyez? Parce que même dans ce processus de développement cognitif, on peut le dire de cette manière-là, le développement cognitif, il y a une phase où on acquiert des connaissances, on intègre des connaissances, hein, ce qu'on appelle les opérations formelles, par exemple. Les opérations formelles, c'est la capacité d'apprendre la logique, d'apprendre la mathématique, à classer les choses. Et puis, on va aux opérations post-formelles, c'est cette capacité d'abstraction aussi. Et la capacité d'abstraction, c'est évidemment s'abstraire sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas au Congo-Brazzaville. Dès lors qu'on a déjà eu ces bases-là déjà constituées, dès le départ, bien formées, bien mis dans la tête, et puis on va un peu à l'abstraction. Il y a ça aussi qu'on peut quand même, et pour ça, je vais terminer par là. Quand on parle évidemment des connaissances qu'on acquiert à l'extérieur et des connaissances qu'on devait acquérir de l'intérieur, mais il faut savoir aussi que la formation, quelque part aussi, est partagée à ce niveau supra, là aussi. Regardez, vous-même et nous-mêmes, nous sommes quand même dans des universités françaises, américaines, anglaises, et ainsi de suite. Est-ce que c'est de dire que quand on est sorti de ces écoles-là, avec les compétences qu'on a eues à acquérir, on sera d'aucune utilité au Congo-Brazzaville? Nécessairement, oui. Parce que après, c'est, on va dire un peu le contexte dans lequel vous allez être amené à déployer ces connaissances et même la porter. Parce que si vous prenez aujourd'hui, comment dire, si vous prenez par exemple quelqu'un qui est sorti de Polytech en tant qu'ingénieur pour les chaussées, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive au Congo, il y a beaucoup de choses à faire sur son, dire un peu sur son domaine de compétences, sur son domaine d'expertise, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il sera, le défi auquel il sera justement confronté, ce sera un défi de moyens. C'est-à-dire, quand je dis moyens, en termes d'outils, en termes de matériel, de technologies qui vont l'accompagner pour pouvoir mettre en œuvre, exécuter ses idées et donc, on va dire un peu libérer l'étendue de son expertise. Mais à un niveau donné, on va dire quel que soit le niveau, il sera opérationnel, il fera des choses. Donc, il a une utilité. Mais ces choses-là se font, on va dire, par rapport, on va dire, un peu aux besoins de la société. Parce que, encore une fois, c'est à l'école qu'on apprend à régler les problèmes de la société. Parce que quand l'école ne vous forme pas à régler les problèmes auxquels la société, justement, est confrontée, bon, il y a quand même un souci. Parce que vous risquez justement, au sortir de votre, en tout cas au terme de votre parcours de formation, être quelque peu, moi je dirais, inutile. Parce que justement, il n'y a pas, en fait, vous ne servez pas à tisseuse. Justement, dans le cas de l'entreprise, vos compétences ne servent pas. Mais quoique, après, encore une fois, ça dépend des parcours de formation, mais moi, je pense qu'une société doit faire les réformes de son système éducatif en partant notamment des défis qu'elle a relevés à l'instant T, et puis surtout de sa vision qu'elle a de son futur. C'est que quelle est la société que nous voulons demain? Ça avait dans la précédente émission, j'avais pris l'exemple justement de l'Inde, et aujourd'hui, ils sont en train de, enfin, je n'irai pas récolter les fruits, mais ils ont les résultats des politiques qui avaient été mises en place il y a 20 ans. Et aujourd'hui, le type de société, justement, enfin, ils ont la société qu'ils ont planifiée justement à avoir. Alors, quand aujourd'hui, parce que, on va dire classiquement, ce qui est enseigné aujourd'hui, que ce soit le français, à l'école primaire, hein, on va dire en termes classiques, le français, l'éducation civique, dans le cas duquel il y a les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, justement les mathématiques, les SVT, l'histoire et la géographie. Mais ce qui importe ici pour les sciences, on va dire les sciences exactes, comme la physique, la chimie, premièrement, il y a l'orientation, encore une fois, dans quel objectif, dans quelle perspective ils sont enseignés. Et comme c'est des sciences exactes, il y a la question de la pratique. Vous voyez? Parce que, hélas, ça reste des cours théoriques, et pourtant, classiquement, c'est des cours pratiques. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes dans ces formations-là, dans ces cours-là, il y a une pratique. C'est-à-dire qu'en gros, on se déporte dans les laboratoires pour l'expérimentation. Ce qui veut dire qu'il y a des moyens à mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des vrais laboratoires au Congo? Je ne pense pas. Vous voyez?
Et en gros, quand ça a évolué au lycée, à l'université, pareil, il y a des formations, il y a des gens qui sont dans des cursus purement techniques, purement scientifiques, mais sans avoir jamais pratiqué, sans avoir jamais été, on va dire un peu, être mis en situation. Jamais. Vous voyez? Que ce soit la géographie, on va dire un peu la carcasse, la souche, ça reste la même chose depuis 30 ans, depuis 20 ans. Alors que le monde a évolué, la société congolaise de 2022, ce n'est pas la même société que justement 1952 ou bien 1969. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir de façon à ce qu'on puisse former, enfin en tout cas la jeune génération, qu'elle soit à même de comprendre les enjeux auxquels la société congolaise est confrontée aujourd'hui. Parce que dans d'autres pays, c'est comme ça qu'il fonctionne. Aujourd'hui, vous savez, moi je donne un exemple très, très simple. Moi, mon gamin, il a 10 ans, mais il sait coder. Il apprend à coder. Parce que lui, il a 10 ans aujourd'hui. Dans 15 ans, quand il aura 25 ans, si à son âge, il ne sait pas coder, s'il ne connaît pas le langage informatique, eh ben, il est foutu. Parce que ça, c'est le monde de demain. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour préparer nos enfants au monde de demain? Qu'est-ce que nous leur apprenons? Parce qu'autrement, nous risquons de nous retrouver justement dans cette situation où nous avons d'une part des enfants qui sont préparés au leadership et d'autre part, vous avez les gens qui sont préparés à être des exécutants, des dominés. Nous, par exemple. Parce qu'ils continuent à être formés en gros, dans un paradigme, dans une matrice qui est dépassée. Et ce qui fait que vous arrivez, en gros, vous ne savez pas par vous-même régler vos propres problèmes, bah vous appelez les autres. Mais il me semble que au Congo-Brazzaville, ils organisent pas mal de forums autour un peu surtout autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, là, non? Mais vous savez, ça, c'est, on va dire, bon, c'est bien déjà d'en parler, parce que ça permet au moins déjà de réveiller un peu les intelligences, la curiosité sur ces questions-là. Mais il faut aller au-delà de ça. Justement, pour ne pas dire c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller au-delà de ça. Il faut, on va dire, justement pouvoir rendre les choses opérationnelles. Il faut qu'il y ait des structures apprenantes. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Mais après, encore une fois, c'est une question d'expertise. Sur ces questions-là, par exemple, il y a, il faut faire appel aux gens qui ont l'expertise de ces questions, pour piloter justement des centres de formation sur ces questions-là. Mais se contenter de parler justement de numérique, de digital, la fonction publique, c'est parce que ça il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, mais il faut rendre cela opérationnel, donc aller au-delà on va dire un peu de ces séminaires de sensibilisation, appelez ça comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait des formations. Parce que quand vous regardez même les écoles, les écoles privées du type universitaire, c'est des choses basiques. Quand vous apprenez la bureautique, à l'université, en première année, vous apprenez la bureautique. Alors qu'aujourd'hui, parce que moi, pour faire un peu du coq à l'âne, moi, ce que je propose, de mon point de vue, ce qui serait de mettre en place, c'est dès le collège, d'accord? Après, c'est de manière graduelle, selon qu'on avance en niveau, on va en profondeur, mais dès le collège, il faut que les enfants soient initiés aux sciences informatiques, d'accord? Que les enfants apprennent à programmer, qu'ils apprennent à coder. Donc ça répond, on va dire, un peu à une approche pédagogique, mais ça s'apprend avec des jeux, d'accord? Il y a les sciences informatiques. Au lycée, par exemple, il faut que les gens, dès le lycée, apprennent l'entrepreneuriat économique, c'est-à-dire comment on crée une entreprise, comment on crée la richesse, qu'est-ce qu'une entreprise, ça répond à quels besoins. Enfin, il faut former les gens comme ça, parce que ça, c'est ce qui répond aux besoins de la société congolaise. C'est ce qui va faire aujourd'hui au Congo, on va dire dans 15 ans, dans 20 ans, parce que vous savez, pour changer une société, il suffit d'une génération. Il suffit d'une génération. Quand vous ciblez les 6-10 ans, aujourd'hui, croyez-moi que dans 30 ans, vous aurez un Congo mais totalement différent. OK. Mais très bien, mais écoutez, nous allons vers la fin de notre émission pour aujourd'hui, bien évidemment.
puisqu'on s'est proposé de nous voir assez régulièrement. À dire, mais bon. Pardon? Justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, mais bon. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il faut nécessairement une refonte du système. Il faut nécessairement, de quelque nom qu'on puisse l'appeler, des états généraux de l'éducation, ou bien des commissions d'enquête, parce que moi je suis au Québec, j'ai le loisir de voir comment les autres fonctionnent ici. Hein. On fonctionne avec des groupes de travail, on fonctionne avec des commissions d'enquête dotées des moyens substantiels et qui mettent tout le monde ensemble et surtout dans un contexte politique assaini. C'est très, très important. Le contexte politique doit être assaini. Cela veut dire que quand on projette un peu sur le cas du Congo-Brazzaville, eh bien, écoutez, je pense, l'avis de tout le monde, depuis 1997, le Congo-Brazzaville n'est pas dans une situation politique assainie. Hein? On passe de crise en crise et pourtant, bon, l'État fonctionne. Le pays a engrangé des sommes incommensurables d'argent et on se retrouve aujourd'hui 24 ou 25 ans après 1997, eh bien, les choses ne marchent pas. Et donc, malgré les bonnes analyses que vous êtes en train de faire, et d'autres aussi les ont faites, mais tant que la situation politique n'est pas assainie, et quand je parle de la situation politique assainie, mais c'est restaurer un cadre réellement démocratique où le pot pourri, n'est-ce pas, du politique où des opposants sont pourchassés et qu'il y a un système unique qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, ben, les choses ne marcheront pas. Donc, nous faisons ces analyses pour faire comprendre aux Congolais que finalement, on est en train de perdre du temps. Et que malgré ce que le régime en place au Congo-Brazzaville peut faire, mais c'est des toilettages du système. On racole, on prend une petite idée, on racole sur un corps qui est complètement foutu, disons-le. Donc, il faut nécessairement… Oui, allez-y. Si vous me permettez, ce qui est fondamental ici, c'est quoi? C'est que quand vous prenez un petit pays comme le Congo peut être de loin un peu comme le Qatar. D'accord? Je pense. Il y a des ressources comme le Qatar, mais qui n'a pas que misé sur le pétrole, qui s'est diversifié justement parce qu'on a eu une vision. Parce qu'on sait que le pétrole, c'est une ressource épuisable, mais il faut préparer l'après-pétrole. Et en parallèle, pouvoir faire des choses. Et ce qui est fondamental ici dans le cas du Congo, c'est qu'en fait, on ne peut pas continuer, on va dire comme ça, c'est-à-dire à être dans une dépendance totale à tout point de vue, alors qu'il y a de la ressource sur place. Donc, c'est question de bien l'informer, de l'orienter justement de sorte qu'il puisse être, on va dire, être capable de pouvoir relever ces défis-là. Donc, ce qui, on va dire un peu les orientations, c'est de former, on va dire un peu orienter, un peu comme j'ai dit, préparer les jeunes, on va dire un peu justement dans les ingénieries, mais surtout l'entrepreneuriat. Parce que l'intérêt, c'est quoi? Tout ça, c'est global en même temps, parce que c'est-à-dire que l'État met en place, je ne sais pas si ça existe au Congo, mais je ne suis pas sûr, une banque publique d'investissement qui, elle, va financer les entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont formés dans le système éducatif, parce que les gens, ils sont formés à créer de la richesse, à créer de l'emploi, à innover, voyez, et c'est eux qui sont accompagnés et dont on va faire, on va dire par ailleurs, des capitaines d'industrie. C'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Parce que c'est eux qui vont créer, on va dire un peu des structures qui vont créer justement de l'emploi. Absolument. Tout ça, c'est global. Encore une fois, ça retombe sur le même sujet. Tout est politique. Parce que même les formations qu'on évoque ici, les sciences informatiques, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir augmenter, évidemment de manière conséquente, le budget alloué à l'éducation de manière générale, soit au collège, lycée, collège, université, parce qu'il faut des moyens matériels, des outils didactiques, des équipements informatiques. Vous voyez, encore une fois, l'enjeu ici, c'est quoi? C'est que, vous savez, demain se joue aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. En gros, les autres pays
les grandes, voilà, ils se préparent déjà. Ils sont dans la course, ils sont dans le plan. Mais nous, encore une fois, on va perpétuer cette dynamique, on va dire un peu, de dépendance et de dominer. Parce que les autres se préparent au leadership. Ça, c'est les enjeux de demain. Mais encore une fois, à partir du moment où l'école, les enfants, dès le, je dirais pas le bas, vous savez, en France, même au collège, 6e et 5e, il y a des écoles qui forment les enfants à la guerre économique. Parce que ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Mais il faut former des citoyens qui comprennent le monde dans lequel on vit. Mais l'école telle qu'elle existe au Congo ne le fait pas. Les gens en fait, nous sommes formés dans une sorte de naïveté qui consiste à croire que les gens fonctionnent par amour, par une personne du Saint-Esprit, mais ce qui est une hérésie en soi. Vous voyez, les enfants au collège, ils sont formés à la guerre économique parce qu'ils savent que le monde est par une dynamique de rapport de force. Les choses se font en fonction des intérêts et du rapport de force. Oui, une projection du futur, et bien sûr. Donc, les grandes lignes, justement, au lieu de pouvoir faire du bricolage, des réformes, on va dire, du rafistolage, voilà. Alors qu'il n'y a pas du tout d'entreprise, il faut se projeter justement, faire un peu abstraction de l'existant, parce que dans tous les cas, c'est pourri, mais miser sur le fait que si on cible aujourd'hui les jeunes générations, eh ben, demain, on aura notre Congo. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent on va dire à date, de sorte que demain, on ait des ressources, on ait de l'expertise sur des sujets auxquels nous sommes confrontés, sur des défis que nous devons relever. Et c'est là où il faut canaliser sur l'entrepreneuriat, il faut former des ingénieurs sur tous les plans, sur le domaine de l'énergie, un gros défi que nous avons relevé, sur le domaine alimentaire, sur le domaine de la santé médicale, tous ces sujets, il faut, sur les sciences informatiques surtout, parce que le pétrole de demain, c'est quoi? Ce n'est pas le pétrole aujourd'hui. Le pétrole de demain, c'est les data, c'est l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour préparer les enfants de demain? Parce que dans 20 ans, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est cela, c'est trop tard. Dans 20 ans, c'est trop tard. Tout ça, c'est l'orientation qu'il faut justement, c'est des décisions d'être prises au terme de des États généraux, mais surtout les moyens qu'on va mettre. Parce que dans 15 ans, dans 20 ans, c'est trop tard. Là, encore une fois, j'ai donné l'exemple ici sur l'évolution même du travail, de la nature du travail, l'avenir du travail. Dans 15 ans, ça fait peur. Il y a des métiers qui disparaissent parce que la technologie le permet. Bon, vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Très bien, très bien, très bien. Dans 20 ans, ça sera trop tard, mais il se trouve que tout dépend de la volonté politique. Les gens qui gouvernent le Congo en ce moment, qui devaient se déterminer par rapport à tout cela. Et je suis d'avis que dans 20 ans, ça sera trop tard parce que ça va tellement, tellement, tellement vite. Bon, la prochaine fois, il faudra peut-être qu'on fasse la commande de travailler un peu à l'interface système éducatif et système productif, les deux choses là, que ça n'évolue pas en silo là, et qu'il y ait vraiment des passerelles et qu'on essaie de voir un peu comment penser évidemment une nouvelle perspective, n'est-ce pas, de cette interface là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, M. Stéphane Kodamambou, d'avoir encore gentiment accepté notre invitation. Et merci, voilà. Merci aussi à nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous suivent depuis un certain moment. Et vous savez très bien que quand vous aimez nos émissions, il faut liker. Et puis, ben voilà. On fera de sorte qu'on puisse avoir un lien avec vous au Congo-Brazzaville. Si vous voulez intervenir sur les préoccupations qui sont les nôtres, sur les enjeux que nous mettons sur la table, nous serons grés de vous accueillir sur nos plateaux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.